Souder va vous présenter son projet de monument pour les femmes violées du monde entier. Merci. Bonsoir, je vous remercie Maître Ritti pour votre invitation et aussi pour votre chaleureuse entrée en matière. J'espère me montrer à la hauteur. Donc ce projet Couleur de Femme existe depuis plusieurs années déjà. Il est le fruit d'une rencontre, comme souvent, une rencontre professionnelle avec une femme bosniaque dont je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est une histoire singulière bien sûr, mais une histoire universelle dont on peut voir les illustrations sur les photos, dont on entend les multiples témoignages, l'histoire des femmes quand les circonstances de la vie les mettent au cœur d'un conflit armé. Donc il se trouve que la singularité de cette histoire, c'est que j'ai rencontré cette femme 15 ans après les événements dramatiques qui lui sont arrivés, et que durant 15 ans, effectivement, elle était parvenue à gérer, à assumer autant que possible sa vie de mère en particulier. Et puis, quand ses enfants ont été suffisamment grands, certainement, quand sa mission quelque part était accomplie, eh bien, elle s'est effondrée. Comme si cette tâche sur le livre de sa vie était indélébile et que rien ne pouvait venir s'inscrire par-dessus. Et c'est dans ce moment-là que je l'ai effectivement rencontrée. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de silence, de honte, de culpabilité qui pèsent sur les femmes et qu'il serait temps de briser ça, et effectivement de témoigner au travers d'un monument. Alors j'ai entendu, Maître Ritti, vous disiez que certaines femmes pouvaient s'opposer à l'idée d'avoir une nouvelle femme qui pleure quelque part. Il me semble absolument nécessaire à un moment de prendre le temps de pleurer, effectivement, mais il y a un moment qui vient après les pleurs. Et donc ce que j'ai imaginé comme monument, c'est un arbre, parce que l'arbre, c'est la vie, dont les feuilles seraient en fait, alors là c'est symbolisé, hein, les feuilles seraient en fait les portraits de ces femmes. L'idée, c'est de montrer la multitude, une frondaison, comme ça, parce qu'il y a des centaines, des milliers, des millions de femmes qui sont concernées par le viol, en temps de guerre en particulier. Et puis de donner à voir tout en protégeant, parce qu'on peut se rendre compte qu'effectivement ce sont des portraits, mais on ne voit pas forcément les traits. Donc pour que la honte change de camp, mais qu'en même temps ces femmes soient protégées dans leur intimité. Donc voilà, ça c'est l'idée de base, et puis comme quitte à rêver, autant rêver grand, je pense que cet arbre aurait tout à fait sa place sur la place des Nations. Vous allez voir bientôt. Voilà. Voilà, sur la place des Nations, à côté de la chaise qui est connue, en tous les cas à Genève, elle est très connue, cette chaise dont un des pieds est mutilé pour symboliser la lutte contre les mines antipersonnelles. C'est un lieu symbolique important qui, vous le voyez aussi sur cette photo, permet de réunir des personnes en lutte. Et je trouve qu'elle aurait vraiment sa place là pour donner à voir et entendre ce cri qui est souvent, trop souvent, silencieux. Voilà, donc si cet arbre effectivement arrive à s'enraciner ici, sur la place des Nations, il germera au sein d'un atelier qui est également prévu dans le projet, un atelier pour réunir des femmes, pour leur permettre de se trouver, de parler, mais aussi d'exprimer leur créativité, parce que tout ne se dit pas avec des mots. Voilà, à nouveau la place des Nations. Donc voilà, ce projet
c'est la première fois que je le présente ainsi publiquement, donc c'est pas tout simple pour moi d'en parler. J'ai quelques flyers qui en parlent plus précisément. Et puis pour le moment, il est effectivement à l'état d'idée, de projet. Il a recueilli quelques soutiens, quelques marrainages aussi, dont Benoît de Groult, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais l'est de tout cœur, parce qu'elle elle est en train d'écrire ce qu'elle pensait de son dernier livre, à 93 ans, il y a quelques chances, et elle ne peut pas diversifier ses engagements. Voilà, donc je voulais le présenter parce que, comme toutes les idées, elle a besoin d'être répandue, d'être soutenue, et tous les soutiens sont les bienvenus. Voilà. Merci Madame Rieder, merci d'avoir fait ce long trajet pour venir nous présenter ce projet. Je crois que dans la salle, il y a sûrement des livres entre les marraines et la salle. Soyez sûrs que dès le moment que Madame André Michel est là, elle représentera toutes les marraines résiduelles, donc ne faites pas ou ne pensez pas que les marraines ne sont pas présentes dans la salle. Et naturellement, Madame Thérèse, vous la voyez là, taciturne, mais elle est à la fois la femme des Baba Yaga. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les Baba Yaga. Elle vous le dira elle-même, mais bon, c'est vraiment une femme très forte. Mademoiselle, bonsoir. On vient d'assister à une conférence de presse ici. On a parlé d'un cas spécifique, le viol en RDC. Et à l'issue de cela, on a parlé de mettre en place un tribunal international contre ce viol, donc pour la RDC. Que pensez-vous d'abord de ces viols et ces tribunaux internationaux? Je pense que par rapport au viol, on n'est pas assez consensueux. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit pour décrire ça, parce qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe au Congo. On sait ce qui se passe, mais avoir conscience, c'est un autre mot, c'est-à-dire prendre la peine de se dire que ça pourrait être nous qui pourrions vivre ça au jour d'aujourd'hui, que ça pourrait être notre mère, notre sœur, notre frère, n'importe quelle personne. C'est juste pas un concours de circonstances, mais ça pourrait être nous. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de naître en France, que ça ne m'arrive pas à moi, à ma famille, mais ça aurait très bien pu être moi. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut que la personne qui pense qu'elle est loin de ça et qui n'a pas de compte à rendre rien que par le fait d'être attachée à cette terre par rapport à nos racines, doit se dire qu'elle doit faire quelque chose. Mais si c'est pas par rapport au fait d'être congolais, c'est par rapport à l'humanité, c'est-à-dire que personne n'accepterait ça. Que ce soit un Somalien, un Bangladésien, tout ce que vous voulez, un humain n'accepterait pas de se faire violer par rapport à des richesses minières. Il n'a rien demandé pour. Tout le monde souhaite vivre, je pense, dans une paix. Et je pense que si ça vous arrivait à vous ou à moi, demain, personne ne supporterait ça et personne ne souhaiterait ça, même à son pire ennemi. Donc par rapport au viol, ça serait vraiment important de donner une conscience par rapport à ça et pas juste d'en parler. Parce que même pour les victimes de viol, c'est pas facile d'en parler parce qu'il faut se mettre à leur place. Donc vive la chose. Et moi, aujourd'hui, pourquoi je suis interpellée? Parce que je me mets à leur place et je me dis que ça aurait pu être moi. Et c'est à ce moment-là que je me dis, je peux pas rester sans action et je dois faire quelque chose pour dénoncer ça et pour que de plus en plus de personnes soient conscientes de ce qui se passe au Congo. Et après, par rapport au tribunal pénal, c'est sûr que par rapport aux auteurs qui font ça, on souhaite tous qu'ils soient jugés. On ne demande pas la peine de mort parce que personne n'a le droit de dire qui vit ou meurt même. Mais malheureusement, c'est ce que ces auteurs se permettent de faire, de déchirer des parties génitales de personnes, de décider de leur vie ou de leur mort. Et nous, justement, on est là pour... le tribunal serait une bonne initiative dans le sens où il permettrait de mettre fin ou du moins de pénaliser ces personnes par rapport à ces crimes de guerre horribles que je ne pourrais pas décrire, j'ai pas personnellement les mots, mais tout ce que je peux dire c'est qu'il faut qu'on se batte pour ça, il faut qu'on se batte pour cette idée-là, et même si on est peut-être 20, 30, 40 personnes, c'est un combat qui en vaut la peine. On parle aujourd'hui du Congo, mais je suis sûre qu'il y a d'autres pays où cette arme aussi est utilisée, parce que c'est pas un viol, c'est une arme de guerre. Donc je suis sûre que le Congo n'est pas le seul pays où cette arme de guerre est utilisée, et il faut vraiment se battre
cette forme d'arme qui est super dégueulasse et qui ruine la femme, qui est l'essence même de l'humanité. Parce que c'est là que moi je viens, ma mère, mon père, voilà quoi. Donc c'est vraiment... Alors, une dernière question. Oui. Comment vous êtes arrivé à venir ici, là, aujourd'hui, ce soir? Qui vous a poussé, ou bien quelle est la chose qui va... réseaux sociaux, qui vous a incité à venir là? Moi-même, ma conscience, je sais pas, c'est comme si, je sais pas, c'est comme aujourd'hui, malheureusement, quand je vous parle de conscience, c'est comme quand, le simple exemple, je vais essayer de métaphoriser un viol avec une action normale de la journée, c'est une mère qui va attendre devant un escalier qu'on vienne l'aider et tous les gens qui vont passer et ne vont rien faire. C'est comme une personne qui se fait violer et personne ne fait rien et on laisse passer la chose. Pardonnez-moi, vous avez quel âge? J'ai 23 ans. C'est très bien, vous avez une pertinence. Vous étudiez, qu'est-ce que vous faites ici à Paris? Moi, je suis étudiante en administration et échanges internationaux et je suis assistante d'éducation dans un lycée. Continuez dans ce voie-là, je pense que vous avez de l'avenir. Merci à vous. Merci. Je m'appelle Dibi Moussafiri, j'ai 15 ans et je viens de Caen. Je suis d'origine congolaise. Pour être honnête, la première fois que j'ai entendu parler de cette conférence, je ne me suis pas vraiment sentie concernée par le problème. Et mercredi dernier, j'ai entendu, l'un de mes professeurs à l'école a parlé justement des viols des femmes en RDC. Et je me suis demandé comment moi, une franco-congolaise, je ne pouvais pas en parler aussi facilement qu'elle, puisque je ne connaissais pratiquement rien du sujet. Donc j'ai décidé de venir aujourd'hui ici. Et j'espère que j'arriverai maintenant à toucher mes camarades d'école, autant que je l'ai été aujourd'hui, par les reportages, les discours, la pièce de théâtre qui ont eu lieu ici. Parce que je pense que c'est important que les jeunes puissent prendre conscience des problèmes dans le monde, dans les pays étrangers, et en l'occurrence en République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. Monsieur Cheikh Moussafiri, on a écouté votre fille avec beaucoup de pertinence. Vous venez de Caen, je pense, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez apporté à votre famille pour que vous soyez là aujourd'hui? Eh bien, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Donc, j'essaie, dans la mesure du possible, d'y associer ma famille. Ma fille, qui a 15 ans, je l'amène régulièrement en Afrique, au Congo, justement, pour qu'elle s'imprègne de notre culture, de nos problèmes, de façon à pouvoir y trouver des solutions. Alors, cette prise de conscience vient pourquoi? Parce qu'on a pris de l'âge, on a pris de la bouteille, on a peur d'oublier notre culture? Non, parce que c'est un devoir, je pense. C'est un devoir. Le Congo nous a donné beaucoup. À nous de lui restituer ce qu'il nous a donné. Si on est ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est parce que, justement, on a tout reçu de ce pays. C'est notre obligation. C'est un devoir maintenant à nous de restituer. Alors, vous avez suivi le débat aujourd'hui, la conférence aujourd'hui. Alors, il y a un leitmotiv, il y a une définition derrière cela, la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC. Que pensez-vous de cette solution pour arrêter l'hémorragie? Vous savez, il n'y a pas de paix sans justice. Donc on doit nécessairement passer par la fin de l'impunité. Donc il faut mettre en place des mécanismes qui permettent de sanctionner les coupables. Alors, le mécanisme, comment voyez-vous ces mécanismes? Apparemment, vous êtes de métier, comment voyez-vous ces mécanismes? Alors, un tribunal spécial, donc comme il y en a eu à Yougoslavie ou à Arusha pour le Rwanda, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre justement de rendre justice et peut-être de pardonner après. Donc la réconciliation nationale. Oui. Internationale, parce que le problème c'est global, c'est au niveau régional. Oui, oui. Et je crois qu'il faut situer le problème. Tout à fait. Oui. Alors, pour terminer, pensez-vous qu'il y a une prise de conscience dans la communauté congolaise en vous voyant venir faire 200 km pour venir ici assister à cette conférence de presse? Oui, il y a une prise de conscience, oui, j'en suis convaincu. Mais
c'est plutôt dans la façon de l'exprimer qui diffère. Les gens sont conscients des problèmes. Alors, certains se projettent dans l'avenir en disant comment trouver des solutions pour résoudre ce problème. Et d'autres, ils explosent dans le langage, dans le comportement, parce qu'ils sont outrés par rapport à ce qui se passe. Mais je pense que nous devons être responsables et trouver des pistes pour influencer les secteurs non-relations pour que cela change. Donc, influencer les politiques, influencer les sociétés civiles, influencer les hommes qui comptent, de façon à ce que ce système change, ce problème change. Merci à vous, à bon retour dans votre vie. Je vous remercie. Merci à vous. Bonsoir. Vous avez fait le déplacement de Bruxelles à Paris pour assister à cette conférence de presse. Quelle est l'impression pour vous par rapport à cette conférence de presse? La première impression, parlez-nous un peu de ce que vous faites comme activité dans la communauté. Bon, voilà, donc comme j'ai dit, je m'appelle Laetitia Kalimbiriro. À Bruxelles, je suis impliquée dans plusieurs associations. Association des femmes, association des jeunesses, nous avons les amis du collectif des femmes congolaises pour la paix. Je travaille au niveau de la communauté française avec les jeunes pour les amener à avoir une autre lecture de l'Afrique, une Afrique positive, une Afrique qui se prend en charge. Et maintenant, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai ramené des mamans qui ont plus de 70 ans, parce que je pense que ça valait la peine. Elles voulaient venir soutenir les dames, les 52 dames qui ont accepté de prendre ce combat de viol des femmes, d'en faire leur combat, parce que ce combat ne doit plus s'arrêter au Congo. On a comme l'impression qu'il y a une conspiration générale dans le monde, une conspiration qui fait que les choses se passent au Congo, tout le monde le sait, mais personne ne décide de l'arrêter. Et ces mamans-là, les 52 femmes, on s'est déplacées, je me suis déplacée avec 6 autres femmes, on s'est dit il faut qu'on aille soutenir ces femmes qui veulent nous soutenir également. Et nous espérons que les choses ne vont pas s'arrêter là, parce que moi je crois dans le combat de la femme. Quand une femme décide de prendre son bâton de pèlerin, quand une femme défend une cause, en général j'ai confiance. Et je pense qu'on y arrivera. Je l'espère. Pour le tribunal pénal international pour la RDC, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Oui, je pense que ce tribunal doit avoir lieu. Pourquoi? Sinon, c'est comme si c'était une impunité totale qu'on a accordée à ce qui se passe au Congo. Pourquoi on en a fait pour les autres et pourquoi pas pour le Congo? Je pense qu'il y a trop d'injustice, il y a trop de malheur, et tous ces gens qui sont impliqués dans ce qui se passe au Congo doivent être jugés comme on a fait pour le Rwanda, comme on a fait pour l'ex-Yougoslavie. Pourquoi pas? Il faut espérer, il faut que ça se passe, que tout le monde soit là, que tout le monde soit jugé. Vous ne pensez pas aujourd'hui que le Congolais est complètement éveillé de faire Bruxelles un pari pour la cause de la RDC? C'est une avancée quand même. C'est une avancée. Moi, je crois que c'est une avancée. Et moi, je crois même aussi que quand je vois les jeunes qui ont parlé là, des jeunes qui ont vraiment interpeller les adultes pour dire on n'était pas au courant, mais maintenant on le sait, il faut que les choses bougent. Moi je crois dans ce combat de la jeunesse et le combat de tout le monde. Ces femmes qui sont venues de Bruxelles, qui sont venues de Suisse, il y a une femme qui vient de Suisse et qui veut qu'on instaure un monument contre les violences, pour montrer cette violence à côté de la chaise, des mines qui symbolisent les mines avec 3 pieds. Cette femme, elle veut planter un arbre là, un mémorial sous forme d'un arbre pour qu'on se rappelle de ce qui se passe là-bas. Moi, je pense que le combat, on est en train de le gagner. Hein. Il faut qu'on gagne ces combats et que ça s'arrête. Les femmes, dans tous les documentaires qu'on a vus, demandent la paix.
Il faut la paix au Congo. Il faut que la guerre cesse. Le docteur Mukwege, qu'on a vu dans tous les documentaires, ce monsieur, il a eu tous les honneurs possibles et imaginables. Il a eu des décorations, il a eu les prix. Et il va peut-être, on parle du prix Nobel, mais ces prix-là, ces femmes, qu'est-ce que ça leur dit? C'est non pas la paix. Les femmes vers la paix. Il faut la paix au Congo. Il faut que la guerre s'arrête. Si les gens sont en train de piller le Congo, d'exploiter le Congo de façon illégale, ça doit s'arrêter et qu'on fasse des contrats comme tout le monde où on respecte la femme, qui est une éthique dans ce qui se passe là au Congo. Depuis quand pour piller un pays, pour exploiter un pays, on doit utiliser des femmes en esclaves, des esclaves sexuelles et des esclaves humaines pour piller le Congo. Ça doit s'arrêter là. C'est de la sauvagerie, de la barbarie. Il faut mettre fin à ça. Ça révolte tout le monde de voir que tout le monde le sait et personne ne bouge. L'Amérique, il faut que ça s'arrête. Voilà, ils sont au courant. Voilà, c'est ma colère. Oui, j'ai senti la colère et je tenais bien à vous rendre hommage. D'ailleurs, vous avez pas mal de pins qui sont portés d'ailleurs pour l'Afrique, contre le sida, contre beaucoup de fléaux dans ce monde. Voilà. Je tenais à vous remercier et je vous dis bon retour en gardant dans votre esprit cette compatibilité. Merci beaucoup. Hein. Et à nous revoir, peut-être que bon voilà, ça ira mieux. On aura avancé un peu plus par rapport à aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, merci. Ils ont inscrit sur leur monument liberté, égalité, fraternité. Mais c'est pour eux, c'est pas pour la planète entière. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame Gendreau-Gemillier. Il faut dépasser ce stade où on a la citoyenneté française ou anglaise ou américaine et le reste du monde, ça ne vous concerne pas. On doit passer maintenant à une citoyenneté planétaire. Nous avons des instruments qui nous permettent de communiquer d'un point à l'autre de la planète de façon instantanée et nous avons toujours une mentalité archaïque de l'âge de l'État-nation. J'ai passé mon temps en tant que sociologue à dire qu'il faut absolument que les Français abandonnent cette notion de la citoyenneté limitée à l'État, de la raison d'État. Alors, chez les Français, c'est très difficile parce que c'est un pays, ça s'explique un peu par l'histoire. D'abord, on leur a enseigné qu'ils étaient supérieurs aux autres. Il n'y a pas que, d'ailleurs. J'ai vu récemment, j'entendais un reportage sur la Turquie où les Turcs disaient aussi que la Turquie était les Turcs étaient plus intelligents que les autres, etc. Bon, ben, les Français sont convaincus qu'ils sont supérieurs à d'autres. Alors, quand on pense qu'on est supérieur à d'autres, on n'a pas besoin d'écouter l'autre. On doit enseigner à l'autre ce qu'il doit faire, quelles doivent être ses valeurs. Mais on n'écoute pas l'autre et on l'opprime, peu importe. Donc il faut absolument abandonner ça. Les Français ont été éduqués là-dedans. Et en plus, ils parlent de démocratie, mais nous sommes dans un système monarchique. Justement, c'est un des rares pays démocratiques, dit démocratiques, où on se réfère toujours à l'État. Il y a la religion de l'État chez les citoyens français, y compris les citoyens de gauche. C'est l'État qui... on magnifie le monarque, on obéit au monarque, on a le culte du père. C'est là le patriarcat aussi. Et il faut absolument que ça change. Et je pense que nous avons beaucoup d'exemples où populations sont plus proches que les Français d'avoir cette citoyenneté des droits humains et de l'humain, parce qu'ils n'ont pas cette monarchie étatique que nous avons. Il y a la religion de l'État en France, il faut absolument en sortir, sinon les Français continueront à piétiner et à rester, à ne pas écouter les autres, à essayer d'imposer leurs valeurs. Et là, je dirais, une dernière remarque me vient à l'esprit, c'est
on a parlé de ces jeunes femmes africaines, de ces femmes africaines admirables. Eh bien, moi, je suis aussi en admiration devant les jeunes femmes africaines. Je n'ai rien à dire sur le fond du débat, elles ont tout dit. Je n'ai pas quelque chose à ajouter. J'ai eu, il y a 2 jours, j'ai reçu un mail d'une de mes amies qui est présidente de l'Association internationale des femmes juristes du monde entier. Et elle m'a dit, sans savoir qu'il y avait ce débat et tout, elle m'a dit, mais j'ai été en admiration devant les jeunes femmes africaines pour leurs compétences, leur dynamisme, etc. Donc, admiration encore pour les femmes africaines. Et une dernière remarque, c'est que j'ai été un peu étonnée quand on a dit la salle est vide. Mais non, moi je suis là, au dernier rang. J'ai pu voir que presque tout était plein, à part la dernière rangée. Il ne faut pas dire que c'est un échec. Non, c'est une réussite jusqu'à l'arrêt, peut-être. Bon, il y a eu... C'est un échec, Madame André Michel. Autant de marraines, autant de Congolais, la salle devait être pleine. Donc moi, j'accepte ça comme un échec. Et prochainement, en tout cas, ce sera une salle plus grande, mais elle doit être pleine. Madame Ponchelet, Madame Michel, vous me permettrez une petite remarque. Intellectuellement, je suis d'accord avec vos réponses. Je suis d'accord avec vous sur le plan de l'analyse politique. Mais maintenant, sur le plan de l'efficacité de l'action qui est initiée, je pense qu'on ne peut pas ignorer la politique et le monde politique, surtout si, comme vous l'avez souligné, à juste titre, peut-être qu'il y a beaucoup de médiocrité. Je pense que c'est justement parce qu'il y a des médiocrités, des compromissions, et l'action des citoyens et des citoyennes que nous sommes doivent être efficaces pour pallier, pour suppléer la médiocrité du monde politique. Alors maintenant, par exemple, pour les élections européennes, par exemple, pourquoi ne pas se mobiliser pour que de telles questions puissent être des enjeux du débat électoral? Parce qu'on ne peut pas agir, on se rend compte qu'on ne peut pas agir dans un drame comme celui-là uniquement au niveau d'un État. Il faut voir des choses au niveau européen et même au niveau mondial, puisqu'il y a l'ONU qui intervient chez nous au Congo, mais d'une manière inefficace. Alors, que comptez-vous faire dans la mobilisation des citoyens, puisque ce sont les citoyens qui élisent ces hommes politiques que vous critiquez? Comment s'organiser pour qu'une telle manifestation puisse créer une dynamique au niveau des citoyens pour que l'électorat puisse se saisir des enjeux que constitue un tel drame? Merci. Écoutez, moi je suis modeste, je suis française, une petite sociologue à la retraite, et je passe mon temps à informer mes compatriotes, à leur dire voilà ce que vous êtes, des citoyens, des semi-citoyens, des espèces de caricatures de citoyens. Et vous avez inscrit sur les monuments français la devise liberté, égalité, fraternité, mais vous ne l'avez pas inscrit dans votre cœur. Parce que vous avez toujours ce culte du monarque, et vous regardez le monarque, ce qu'il fait. Et vous, que vous soyez de droite ou de gauche, que ce soit De Gaulle, Mitterrand, Giscard, bon, ils ne s'attaquent jamais au monarque. Ils ont la religion du monarque. J'essaie de leur enlever ça de la tête. Je suis citoyenne française, je dois d'abord essayer de changer mes compatriotes. Si on veut avancer, il faut que les Français changent un peu d'optique. Il faut que quelqu'un leur dise la vérité, qu'on leur ouvre un peu la cervelle. Très bien. Madame Monique Milata, elle peut répondre à cette question de savoir comment peut se faire une mobilisation beaucoup plus ferme. Parce que c'est une militante de terrain et une grande mobilisatrice. Et sûrement qu'elle a une réponse à ça. Écoutez, j'ai remarqué que les sociétés n'avançaient qu'à partir du moment où la population prenait part aux décisions. Et quand elles étaient fâchées,
elles se regroupaient, elles faisaient poids et elles forçaient leurs États à évoluer. Alors, partout, ça se fait de la même façon. C'est d'autant plus dur qu'il n'y a pas de démocratie, on est d'accord. Mais ici, quand les femmes ont décidé qu'elles n'étaient pas prises en compte suffisamment, elles se sont regroupées et elles ont dit « ça suffit » et elles ont agi. C'est la force de la population à partir du moment où elle est regroupée et où elle a la volonté de faire changer. Alors là, aujourd'hui, nous, on a fait un petit groupe de 50 personnes qui sommes, on va dire, moi, je suis révoltée par ce qui se passe dans le monde, je suis révoltée de ce qui se passe en RDC, précisément parce que les femmes qui font jamais la guerre en sont toujours les victimes. C'est pas d'hier. Mais là, ça prend une tournure gravissime parce que c'est des viols, c'est criminel de vouloir assassiner des sociétés à travers les femmes. Vous voyez ? D'autant que vous l'avez dit en tant qu'homme, la mère, tralala, lala, elle est après Dieu. Ça me fait rigoler, mais enfin, bon, ça veut dire que, mais alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, les hommes, en effet, pour faire un groupe, je dirais, d'équilibre, avec 50 hommes référents, et puis je trouve que Maître Réti, il en a déjà, hein, un bon paquet, et venant effectivement du Congo, qui se révolte contre ce qui se passe au Congo. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est des ponts. Il faut bâtir des ponts à travers les populations qui se mettent debout. C'est ça le problème. Maintenant, je vais vous dire, je ne sais pas si vous avez 2 minutes, mais quand on agit, on essaye de peser aussi sur les textes de loi, les coutumes, les habitudes, faire changer des choses, donner de l'éducation à tout le monde, avancer ensemble. Ce qui me paraît important, c'est que quand même, avec la pression des femmes pendant une bonne trentaine et même quarantaine d'années, dans beaucoup de pays et au niveau de l'ONU, nous avons forcé l'ONU à tenir compte des femmes, petit à petit. L'une d'entre elles a évoqué qu'il y avait eu des conférences internationales sur les femmes et qu'elle s'en souvenait et qu'elle avait vu qu'il y avait effectivement à Pékin, notamment en 1995, 40 000 femmes qui s'étaient mobilisées dans les associations. Il y en avait 20 fois plus que dans les délégations officielles. Et c'est ça qui a pesé. C'est là qu'il s'est passé le plus de choses pour que les textes bougent, changent et évoluent, en faisant pression là où ça se passe. Vous comprenez? Alors, petit à petit, on a quand même un peu bossé, et si je lis, j'ai le texte en quelques petits paragraphes, alors que le texte véritable, il fait, je sais pas moi, 150 pages, enfin bon. Alors là, moi je l'ai résumé sur une page. Hein. Il y a une résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU qui, le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte à l'unanimité la résolution 1325 relative aux femmes, à la paix et à la sécurité. Vous voyez, si je vous lis tout le reste, c'est important. Hein. Alors, moi, je vais le lire. Cette résolution, elle fait date. Pour la première fois, le Conseil s'intéresse à l'impact de la guerre sur la situation des femmes. Cette résolution représente un véritable changement historique en termes de procédure, d'évaluation, d'obligation, de résultats. Je voudrais dire au passage que quand les femmes se sont mobilisées dans le monde entier, nous avons fait changer les indicateurs qui concernaient la pauvreté. Il y a longtemps, hein. Je ne peux pas vous raconter tout, mais c'est très important parce qu'on s'est aperçu que partout dans le monde, les plus pauvres, partout, ce sont les femmes.
et on n'en tient pas compte. Parce que les programmes, eh ben, ils ne tiennent pas compte des femmes. Alors, je continue. La résolution, bon, je ne vais pas le rappeler dans un vrai numéro, dit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin de protéger les droits des femmes et des filles dans les conflits armés, d'impliquer davantage les femmes à tous les niveaux de prise de décision et d'assurer une égalité entre les sexes dans toutes les opérations de promotion et de maintien de la paix. Encore une fois, c'est pas fait. Hein. À cette fin, la résolution 1325 recommande. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui, alors, quelle impression avez-vous maintenant par rapport à tout ce qui vient de se passer ce soir, par rapport à cette conférence de presse et aux organisations d'aujourd'hui, en fait, pour les 52 marraines qui s'occupent du cas de la RDC, surtout pour le tribunal pénal international pour la RDC? Mais d'abord, je crois qu'il faut remercier tous ceux qui se sont mobilisés autour de cette initiative, en commençant par Maître Reti. Et puis, il faut aussi se réjouir qu'il y ait plus de 50 marraines qui ont accepté de donner leur nom, leur parrainage. Et donc maintenant, ça doit nous servir de stimulant pour aller beaucoup plus loin afin que ce projet de pouvoir, que se constitue un tribunal pénal international spécialement pour ces cas, puisse pouvoir se constituer et enfin poursuivre, juger les coupables et sanctionner les crimes qui sont commis là-bas dans cette région du Congo sur des êtres faibles finalement, puisque, comme l'a dit quelqu'un, tous ces enfants nés des viols, ce sont des bombes à retardement pour le Congo et il est temps d'endiguer ces processus dangereux pour la survie et le devenir de la nation congolaise. Merci. Mon cher compatriote, on ne peut même pas parler de tes actions, c'est tellement immense. Mais les gens ne te connaissent pas beaucoup. Au monitant que tu as un milieu international, c'est vrai. Les Congolais, mais ils font timidement et mais dans le milieu international, en tout cas, alors on voit vos dessins, vos bandes dessinées partout. Vous avez reçu des prix, vous êtes aux États-Unis, en France, à Londres, partout. Vous portez le flambeau de la RDC avec beaucoup, j'ai vu la passion, tout ça, etc. Mais ça vient de quoi ça? Ça vient d'une chose que depuis qu'on était enfant, depuis longtemps, on a été éduqué dans une façon qu'on appelle la case initiatique. Et donc l'initiation à la congolaise, comme on voit même des familles à l'époque, on faisait des histoires annoncées ou histoire ici, la caté ici, mais toutes ces initiations, aujourd'hui, on l'a perdu. On l'a perdu avec un vent qui était arrivé, genre nga nandengi nandengi namoni. Mais non, moi je le dis souvent, lorsqu'on était éduqué ou élevé en famille, quand vous dites à votre père qu'il a donné son point de vue et puis vous répondez non, nga nandengi namoni, mais je pense que le soir vous ne mangerez pas. Et donc j'ai vu toutes ces valeurs qu'on commençait à perdre et de les mettre en bande dessinée. Pourquoi en bande dessinée? Parce que n'est-ce pas que c'est l'écriture qui accompagne les images. Donc dès le bas âge, quand je regarde le monde international, l'Europe ou les États-Unis d'Amérique, dès le bas âge, on commence à éduquer l'enfant avec des ouvrages illustrés. Donc une fois il termine cette base des ouvrages illustrés à faire des coloriages et ils entrent par la bande dessinée et c'est là le contact d'une pédagogie. Donne ton nom parce que les gens ne savent pas. Serge Diantantou. Voilà. Donc des dessins illustrés avec plein de couleurs là, qui réveillent l'Afrique en fait. Voilà. Pourquoi ces couleurs? Alors ces couleurs, c'est juste pour faire les rapprochements d'une réalité. Aujourd'hui, je retrace l'histoire des commerces triangulaires par mémoire de l'esclavage, mais bien avant, j'avais retracé la vie de Simon Kimbangu, dès sa naissance,
Voilà, donc il y a 3 tomes. Le premier tome qui explique, sa naissance et sa vie scolaire. Le deuxième tome explique sa prise de conscience avec ses forces qu'il avait et son arrestation. Et le troisième tome, c'est la partie la plus méconnue dans le mémoire de l'histoire du Congo, c'est sa vie en prison. Donc c'est ce troisième tome qu'on va remettre encore à jour. Et je tiens à signaler que, à ma grande surprise, et c'est une joie de voir ces albums exposés aujourd'hui au musée des Tervuren à Bruxelles. Et la série Mémoire de l'esclavage, qui actuellement je suis aux 3 tomes. Le premier tome fut Boulambemba, parce que Boulambemba, c'est au Congo. Mais qu'est-ce qui s'était réellement passé avec Diego Cao lorsqu'il est venu 3 fois à cet endroit? Donc c'est là on rentre à profondeur pour montrer comment l'ouverture du commerce triangulaire occidental a été ouverte. Donc, ma dernière question pour sortir de la salle. Oui. Que pensez-vous de cette idée-là de mettre en place le tribunal pénal international pour la lutte contre le viol? C'est une bonne chose. Moi, je pense que même si vous êtes... en tant que citoyen, si vous commettez une faute doit être sanctionnée. Mais si on ne sanctionne pas les fautes, et l'impunité va continuer dans la société, je dis c'est très grave. Alors pourquoi ce tribunal? Pour moi, je pense, je l'ai dit aussi dans la salle, il y a viol. Quand il y a viol, malheureusement, pour d'autres mamans, ils tombent enceintes. Nous avons des enfants qui sont de résultats, je pèse mon mot, je ne dirais même pas fruits, donc les résultats de ce viol. Et ces enfants, qui c'est qui les prend en charge aujourd'hui? J'entends nulle part. Mais ces enfants voient les jours dans les territoires congolais. Mais pour les Congos, c'est aussi quelque chose de très, 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 très dangereux dans les années à venir. Parce que les suivis psychologiques n'est pas, même pour les enfants, oui, et plutôt pour les femmes. Mais quand je prends tout cet ensemble, nous sommes en train de vivre des moments très difficiles pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Donc il est à nous de prendre conscience. Il est à moi, en tant qu'artiste congolais, de prendre. Mais tu es assez, peut-être, voilà, tu t'es diminué un peu. Non, je suis modeste. Ce sont mes lecteurs qui diront que je suis grand. Je suis comptable Bongos, du fait que vous les soulignez. Donc il est à moi de prendre mes responsabilités dans mon art, de faire quelque chose pour conscientiser le monde entier. Parce que cette histoire de viol, dans la profondeur, ce sont des coltins. S'il n'y avait pas toutes ces matières premières, je pense que la solution devrait être trouvée. Donc, d'ici demain, on lance pas une pétition, mais des campagnes de sensibilisation. Dès que votre portable vibre ou il sonne, ce sont des cris des femmes congolaises et des enfants et des hommes qui pleurent. Donc, qu'on puisse avoir cette conscience, et on va lancer pas mal des objets qu'on va mettre sur les corps pour dire fini. On est conscient, on a besoin de communication, mais sachant que quelque part, il y a des personnes qui perdent leur vue, qui perdent leur dignité à cause de la communication. Donc, s'il n'y avait pas ça, la solution devrait être trouvée. Quand on parle des Nations Unies, qui sont ceux? Moi, je ne vois pas les organismes, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Donc, ils ont ces outils de communication. Mais une fois sensibilisés, je pense qu'à un moment où on reste tout seul, on a une conscience, voilà, j'ai cette saloperie à la main, on peut l'utiliser différemment.
Donc, et une chose, j'aimerais attirer l'attention de mes frères congolais. Hier, avec nos cousins du Rwanda, on était ensemble. Ils ne sont pas nos ennemis. Il y a aussi de ceux-là qui souffrent de cette situation. Donc, moi, quand j'étais enfant, je voyais des danseurs tori à chaque événement culturel, ils venaient danser. Voilà. Et donc, l'histoire, il ne faut pas qu'on oublie l'histoire. D'ailleurs, même, c'est dans mes projets de retracer l'histoire de Congo à l'époque. Donc, ce sont nos frères, mais il y a des intérêts politiques, économiques. Voilà pourquoi nous souffrons. Nous avons toutes ces viols qui sont maintenant utilisés comme armes. Donc, mobilisons-nous, mais surtout, réveillons-nous, Congolais, partout où nous sommes. Là, on était dans la salle. Moi, à mon avis, je pensais qu'on devrait dépasser le 1000 personnes. Mais je pense que le peu qui était là, c'était déjà l'essentiel. Mais répondons quand même s'il s'agit de nous. Parce qu'on n'attende pas, comme j'ai entendu quelqu'un qui a dit dans la salle, nous attendons qu'on parte chercher du bois dans la forêt pour nous, on nous fasse le feu pour nous, on prépare à manger pour nous, on nous met sur la table et puis on attend qu'on nous mette la nourriture dans la bouche. Et là, moi je dis non. Il faut que nous nous levons et j'appelle à tout Congolais d'avoir ces mots dans sa tête, conscience. Merci. Sinon, on continuera jusqu'à ne pas terminer. Merci à vous. En tout cas, bon retour et à très bientôt. On attend la nouvelle publication. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Pembele, vous avez intervenu tout à l'heure et j'ai senti votre intérêt par rapport à tout ce qui se passe par rapport à la RDC, surtout la souffrance des femmes. Oui. Pouvez-nous dire par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, la résolution de mettre en place un tribunal pénal international pour la RDC, vous pensez que ça pourra apporter une solution à ce qui se passe en RDC? Je pense que oui, parce qu'il y a eu des précédents. Nous en avons vu pour le Rwanda, nous en avons vu pour ce qui s'est passé en Bosnie, en Yougoslavie, et pourquoi pas pour la RDC. D'autant plus qu'il y a des morts, il y a des vies, et puis ce qui se passe, on sait que c'est des problèmes surtout de causes économiques, et que la RDC n'est pas en guerre contre un pays. Que la guerre, nous avons reçu des réfugiés qui sont arrivés et on a vu ça dans les films, qui sont répartis. Et dans la France, c'est vrai, bon mais qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus? Pourquoi subir toutes ces violences? C'est ça. Alors là, on voit, la salle était un peu parsemée. Oui. Est-ce que les Congolais sont encore dans la discrétion, sont encore dans leur rêverie, ou bien il y a encore l'inconscience? Nous ne pouvons pas dire que les Congolais sont dans l'inconscience ou dans la rêverie. Bon, là, c'est vrai que là, au niveau du Calvados, nous sommes 5 ou 7 personnes qui sont arrivées. Et puis, il faut tenir compte aussi des moyens. Hein, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas pris dans le temps. Ça demande une organisation comme ça, une organisation de masse pour que les gens viennent. Bon, il y a aussi d'autres qui sont venus parsemer, c'est vrai. Puis c'était aussi quelque part, même nous avons eu beaucoup de problèmes pour arriver ici. L'accessibilité n'était pas facile. Donc je pense qu'il y a eu d'autres gens qui sont venus, mais malheureusement, n'ont pas pu se retrouver l'endroit. Oui. Donc, mais sinon, avec le peu de personnes qui sont ici, je pense que oui, les Congolais, dans l'ensemble, je pense que les Congolais sont conscients de ce qui se passe dans leur pays. Alors, conscients de ce qui se passe, voyez-vous un horizon meilleur par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la RDC? Oui. Il y a 200 000 réfugiés qui sont rentrés encore en RDC pour occuper la place de Congolais. Voyez-vous, ce n'est pas le principe de partition de la RDC? Vous savez,
le combat continue. Et c'est dans ce combat-là, je pense que nous allons gagner. Je suis sûr que nous allons gagner. Et si nous gagnons ce combat, soyez-en sûrs et certains, et ce sera le 21e siècle. Il y a eu je connais des sages qui ont déjà prédit que le 21e siècle sera spirituel, mais il sera nègre. Ça, je peux vous le dire aujourd'hui. Parce que ce combat que nous menons là-bas, qui est censé faire au pays, c'est par rapport, c'est déjà des trucs internationaux. Hein? Ce n'est pas que les Africains ont entendu, c'est comme disait une dame tout à l'heure, c'est qu'avant 60, on a connu ça. Pour l'indépendance, je dis bon, sur les indépendances, l'économie, on n'en parlait pas, évidemment, mais le pays est resté uni. Aujourd'hui encore, on voit, c'est pour ceux qui continuent. Mais ce combat est permanent. Et je suis certain que l'avenir est meilleur. De toutes les façons, qu'on ne veuille ou pas, l'avenir est meilleur. Merci à vous, merci infiniment. Merci. Pouvez-vous nous donner un peu votre impression par rapport à ce qui vient de se passer aujourd'hui, surtout pour cet appel pour un tribunal pénal international pour la RDC, vu les exactions commises en RDC? Ce qui s'est passé aujourd'hui est très intéressant, sur plusieurs aspects. La première, c'est qu'on a vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient mobilisées contre cette guerre, qui prenaient conscience qu'il y avait des crimes atroces qui étaient commis chaque jour, pas suffisamment dénoncés jusque-là. Et un autre aspect, c'est qu'on a bien compris aujourd'hui, les personnes qui étaient présentes, avec l'aide des marraines, Maître Reti en premier lieu, ont bien compris que grâce à ce tribunal pénal international, on stoppera les crimes qui sont commis quotidiennement en RDC. Vous pensez que c'est l'alternative parce qu'on a fait des marches, on a alerté les... Non, les marches sont... les marches sont toujours les... Ce sont des formes de mobilisation. On ne peut pas dire que ce n'est pas utile, on ne peut pas dire que ce n'est pas suffisant. C'est aussi une façon de dénoncer, c'est aussi une façon d'agir pour continuer à dénoncer les crimes qui sont faits, les injustices qui sont commises en RDC. L'initiative prise par Maître Reti et les marraines pour exiger ce tribunal pénal international, c'est parce qu'on a vu qu'ailleurs, dans les autres pays qui avaient connu des situations presque équivalentes, on pense à la Yougoslavie, on pense au Rwanda principalement, le tribunal pénal international, à partir du moment où il avait été créé, avait permis à stopper les crimes qui étaient commis avec la régularité que l'on connaît, en tout cas tous ces crimes-là. Alors, votre action dans tout ce qui se passe pour la RDC, que faites-vous? Personnellement? Non, personnellement, je ne peux pas m'exprimer comme ça. Moi, j'essaie d'accompagner en tout cas toutes les personnes de bonne volonté, en tout cas, comme on le disait par exemple pour les marches, que ce soit pour les marches, que ce soit pour des initiatives comme celle-ci, à côté de Maître Reti ou à d'autres. J'essaie d'accompagner ce mouvement, en tout cas contre l'injustice en RDC. Merci à vous, merci infiniment, merci. Je vous en prie. Bonjour monsieur, bonjour. Vous pouvez vous présenter brièvement. D'accord, ok, donc je suis Jean Loubikoumi Okeba, je suis secrétaire général de l'association Défi, qui est implantée sur la place d'Angosur en France. Donc Défi, c'est Défi, économie, finance, intelligence et sociétés. Donc c'est un collectif d'intellectuels congolais avec Anis, tout à fait. Oui. Intellectuels au sens non pas universitaire, mais toutes les personnes qui font marcher leur intellect pour réfléchir sur la situation du Congo et sa place dans le monde. Très bien. Alors, vous avez assisté à cette conférence de presse d'aujourd'hui. Il y a eu des personnalités. Et les 52 personnalités les marraines, oui, tout à fait. Qui soutiennent en fait cette action contre le viol et pour la mise en place d'un tribunal international. Vous parlez déjà contre le viol et c'est tribunal pénal international. Pouvez-vous nous dire un mot par rapport à cela? Moi, je crois que c'est une initiative qui est très importante. Je crois qu'en fait, déjà, moi, je suis très ému, très touché par l'implication de ces personnalités féminines, de ces cinquantaine de marraines. Je crois que ça permet de frapper un grand coup pour toucher l'opinion, comment dire, l'opinion publique, enfin internationale. Il faut passer par il faut qu'on apprenne à utiliser ce canal-là, comme il y a eu aussi, comment dire, il y a eu à Arusha, il y a ce qui s'est passé aussi dans l'ex-Kosovo. Il faut que nous, Congolais, tous ceux qui s'intéressent au Congo, utilisent ces outils-là pour essayer de faire avancer la cause, justement, à mon avis, pour faire en sorte que justement, tous ceux qui étaient auteurs de ces viols et aussi des commanditaires soient un jour ou l'autre
punis, qu'ils sachent qu'il n'y aura jamais d'impunité, qu'on ne pourra pas se permettre de violer les femmes et les filles congolaises comme ça sans rien craindre. Alors, pour vous, dans la meilleure résolution, donc, il faut juger tous ces mondes-là. Mais comment voyez-vous la sortie de crise en RDC pour terminer? Non, moi je crois qu'en fait la sortie de crise, je crois que le Congo aujourd'hui, la RD Congo ne sortira pas de cette crise toute seule. Et je crois qu'en sachant que finalement la RD Congo n'est pas seul au monde, il faut faire jouer tous les leviers. Il faut déjà une prise de conscience des politiques. Il faut aussi nous qui sommes, parce que là on n'est pas au Congo, on est à l'extérieur. Donc en tout cas, nous Congolais de la diaspora, qu'on prenne complètement tout rôle pour qu'en fait, comment dire, le Congo retrouve la paix, qu'il y ait un état de droit au Congo, que le Congo puisse réellement compter, trouver son leadership dans le monde. C'est pour ça qu'il faut que chacun puisse travailler à la place où il est, les politiques, trouver les politiques dignes de ce nom, la société civile. Contrairement à ce qu'on dit, la société civile congolaise, une partie de la société congolaise qui s'implique beaucoup, tout faire en sorte, je crois que déjà il faut que tous les gens, c'est que vous avez dit vous-même tout à l'heure, il faut que déjà qu'on soit réellement informés sur tout ce qui se passe au Congo pour pouvoir agir, puisqu'on ne peut agir que si on a une excellente, on a la bonne information ou les bonnes informations. Oui, alors on a remarqué quelque chose ici dans la diaspora. Les gens jettent la pierre souvent aux intellectuels, aux leaders d'opinion en disant qu'ils ont délaissé leur place en laissant cette place à la minorité. Que pensez-vous de tout cela? Moi, je crois qu'en fait, malheureusement, moi, je me lève contre. Je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui font beaucoup de choses, même si c'est une minorité, quelles que soient les causes, c'est toujours une minorité qui agit. Moi, je crois qu'il y a une minorité qui agit, qui fait des choses. Il faut qu'on prenne maintenant, qu'on sache maintenant comment on arrive à faire savoir toutes les actions que l'on mène. Il y a des Congolais qui font un certain nombre de choses. Moi, malgré la situation, je suis plutôt optimiste. Donc, je prendrai cette phrase, je fais mienne cette phrase de Václav Havel qui disait, comment dire, chacun de nous peut changer le monde, même s'il n'a pas la moindre importance, chacun de nous peut changer le monde, le moment venu. Tous les gens qui n'ont pas peur pour leur pays, pour leurs enfants, peuvent changer le monde. Merci. On terminera avec cette jolie parole qui est extraordinaire de Václav Havel, qui a souffert aussi dans l'opposition. Exactement. Merci beaucoup, merci à vous et puis alors à bientôt. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour le Congo. Merci. Bonjour. Oui, votre impression par rapport à tout ce que par rapport à la conférence, la conférence, le viol des femmes, tout ça, comment ressentez-vous? Qu'est-ce que je ressens? De la tristesse, de la colère, parce que ça fait des années que ça dure. Malheureusement, ça continue. On en a parlé aujourd'hui à la conférence, et peut-être des gens qui n'étaient pas au courant. Et le seul mot que je peux dire, le message, c'est vraiment qu'on continue à en parler et que pour 15 jours, plus jamais ça ne se reproduise. Voilà. Le ressenti vraiment par rapport au sujet de cette conférence, c'est vraiment de la colère, de la tristesse, de la frustration aussi, parce que ça fait plus de 15 ans que ça dure. Et ce qui se passe en RDC à l'Est, même après plus de 15 ans, on n'en parle pas assez. Il y a des personnes qui ne sont pas au courant du sujet jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, le message que je pourrais apporter, c'est vraiment, voilà, ceux qui sont au courant, ceux qui savent, que vraiment qu'on puisse en parler encore et encore pour qu'un jour, vraiment, que cette horreur vraiment ne puisse plus jamais se reproduire. Voilà. Merci à vous. Merci.